Bonjour tout le monde. Donc je profite de ce moment pour remercier tout d'abord les organisateurs et à leur tête professeur Hida Mustafa qui m'a invité à ce congrès dont le programme, comme vous le constatez, est très concentré, très intéressant et donc on ne doit pas en perdre une miette. Et donc je passe directement la parole au professeur Bouherrou afin qu'il nous parle d'une conférence concernant une tout pas comme les autres. On t'écoute. Merci Madame la Présidente. Donc, je dois remercier mon ami professeur Hida qui m'a invité à présenter cette communication et il a beaucoup insisté. D'ailleurs, il m'a donné sa place pour communiquer. Et je dirais à mon ami Mkhtari que je vais complètement changer de thème parce que c'est une étape de vie qui est complètement différente et c'est un vécu en même temps dans notre contexte et je vous parlerai d'une toux pas comme les autres. Très bien. Vous savez que la toux, c'est un symptôme qui est très fort en consultation. On reçoit tous les enfants, toujours des enfants qui toussent, ils toussent. Et on ne sait pas se retrouver, s'orienter parce que tout se ressemble. Surtout en hiver. C'est un symptôme qui est fréquent. Et malheureusement, dernièrement, l'épidémiologie, il a complètement changé avec la Covid-19. On met tout dans le panier, il tousse, qui est quoi? Un de Covid. Qui est quoi? Un de la grippe. Qui est quoi? On sait pas, c'est la période d'hiver, donc c'est une virose, c'est une bronchiolite, c'est un asthme, c'est une rhinopharyngite. Donc on se noie devant un symptôme qui englobe beaucoup de choses. Donc, comment se retrouver? Parce que parfois on a des situations vraiment difficiles. Et je vais vous présenter 3 cas vraiment qui ont changé ma façon de voir et qui m'a fait découvrir peut-être des choses. Au milieu des épidémies de Covid, attention, faites attention, c'est pas toujours Covid, c'est pas toujours des bronchiolites. Donc, le cas clinique numéro 1, il s'agit de l'enfant Imran qui a déjà présenté 2 épisodes de sibilance. Donc, il est traité, il est connu, peut être asthmatique et suivi comme asthme. Il se présente à la consultation pour une toux avec une gêne respiratoire depuis 3 semaines. Pas de réponse au traitement habituel. Par ailleurs, il présente des douleurs abdominales. Douleurs abdominales, épidémie de Covid, fièvre. Donc, peut-être c'est un Covid. Mais vraiment, c'est des douleurs abdominales qui sont un petit peu intenses. Et la mère rapporte la perte du poids. Très bien. À l'examen, c'est un enfant qui est fébrile depuis 3 semaines. Et c'est un épisode qui n'est pas comme les autres. La maman, il insiste, l'enfant, je l'ai reçu, il a une gêne modérée, il a des sibilants diffus. Et vraiment, quand j'ausculte, il a même des crépitants. Donc, c'est une atteinte vraiment parenchymatose associée. Et un freinage. On n'a pas l'impression que la polype naît avec des sibilants d'une crise d'asthme ou vraiment d'une virose habituelle. Et ce qui attire l'attention, c'est un enfant qui est algique. Vraiment, on sent qu'il souffre. En plus, l'examen de l'abdomen, c'est un enfant qui a une rate et un abdomen sensible. Donc, épidémie de Covid, virose. Faut-il bilanter? Parce que devant un Covid, pas la peine de bilanter, pas de radiothorax, pas. Donc, c'est une virose qui est passagère. Faut-il faire une radio? La même chose pour la radiologie dans le Covid, dans les infections virales, dans les infections respiratoires habituelles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, le sens clinique doit l'emporter. Il faut bilanter, faire une radiothorax et voir ce que ça va donner. Très bien. En milieu de Covid, en mars, d'ailleurs, vous allez voir après, la surprise miliaire. Et l'interrogatoire auparavant, la maman rapporte, pas de contagion tuberculeuse, donc rien de particulier. Très bien. Complété par une échographie abdominale, vous avez une ascite, vous avez une pointe de rate. Donc, c'est une forme qui est disséminée. Le bilan inflammatoire, il faut compléter par bilan inflammatoire, vraiment, une VS qui est très accélérée. Donc, un tableau de miliaire, tuberculose, même si la maman rapporte, je vais vous dire après, Monsieur Bouskaoui, il est là, interférent, gamma ou l'IDR,
on va vers le plus simple, le plus facile, le plus accessible. Vous avez un interféron gamma qui est très élevé, le quantiférant très positif. Bien sûr, on enlève la casquette de médecin et on prend celle du policier pour dire et bien sûr, la maman rapporte que le grand-père qui est tuberculeux, il est passé chez nous une simple semaine. Ou l'enfant qui est il faut pas oublier dans la pathologie tuberculeuse de l'enfant, il est très facilement contaminé. Pourquoi? Parce qu'on l'embrasse. Avec l'adulte, on a toujours un écart, on a toujours un espace. On se salue de loin. Mais l'enfant, on l'embrasse et on le prend. Et vous savez, ouais, Jens le Malik, le grand-père, donc il a été contaminé par son grand-père. Donc, attention. L'interrogatoire, parfois ça aide, mais parfois ça aide pas. L'examen dans le contexte d'une épidémie, surtout avec la Covid, ça nous a complètement chamboulé, mais gardez vraiment le sens clinique. Donc, l'enfant, il a été transféré au service de pédiatrie. D'ailleurs, je remercie l'équipe de monsieur le professeur Hida, madame Drissi, qui l'a pris bilan d'extension, PL, TDM, bilan hépatique, tout est normal et le malade a été mis sous traitement antivacillaire avec une bonne évolution. Et je l'ai repris après, tout s'est bien passé. Donc, qu'est-ce qu'on retient? La Covid ne doit pas nous faire oublier notre réalité. On est un pays d'endémie de la tuberculose. 30 000 nouveaux cas par an. Si on l'a réparti entre les 15 grandes villes, on doit se retrouver chez nous entre 2000. Et vous savez que Casa, c'est d'abord le pôle principal, puis Fès. Donc, on se retrouvera avec au moins 5000 nouveaux cas par an. Donc, attention, même dans un contexte particulier d'épidémiologie, faites attention, ça peut être quelque chose. Donc, cette toux n'a pas été comme les autres. Très bien. Je passerai au deuxième cas, qui est un petit peu particulier et qui m'a également beaucoup marqué. C'est l'enfant Jafar. Il tousse depuis le bas âge, toute l'année, et aggravé surtout durant l'hiver. Amélioré par moments par la prise d'antibiotiques, la corticothérapie inhalée et les bêta-2. Il présente des sifflements thoraciques, des gènes respiratoires traités, asthme. Donc, je le reçois en consultation et je vois qu'il a une toux grasse. Mais cette toux grasse, il a une sonorité particulière, vibratoire. Vraiment, on sent que quelque chose ne marche pas au niveau de la trachée et au niveau des branches. L'auscultation, des crépitants, surtout au niveau de la base gauche, donc avec l'enfant qui est très encombré, ancien asthmatique, avec des affections respiratoires récidivantes, est-ce que c'est pas une dilatation des branches? Très bien, je fais une radio de thorax. Effectivement, il y a un foyer basal et quelques saccouches, et je pourrais dire que c'est une dilatation des branches. Enfant avec un thorax hyper distendu. Mais quand on fait très attention à la radio de thorax, regardez la trachée, il est large. Les branches sont vraiment très larges. Donc, une dilatation trachéale, bronchique. Pour vous dire que le radiologue qui a interprété la radio la première fois n'a rien vu. Mais l'intensité de la toux que j'avais m'a fait vraiment tiquer et j'ai complété par une TDM thoracique. Très bien, une dilatation trachéobronchique importante, évidente. Moi, dans la pneumologie pédiatrique, j'aime beaucoup les reconstructions. Et j'ai demandé au radiologue de me faire la construction de la trachée exactement. Vous voyez une dilatation qui est très importante, trachéobronchique, avec des diverticules, qui est le classique syndrome de Monnier-Kuhn. Il a 12 ans. On a l'habitude de découvrir ces enfants vers l'âge de 20 ans, 21 ans et à l'âge adulte. Et tout en sachant que cette pathologie commence toujours dès l'enfance. C'est une pathologie qui est congénitale, qui est dès la naissance. Donc, le syndrome de maladie de Monnier-Kuhn est une maladie rare, classée dans l'Orphanet. La dernière mise à jour, c'était en 2021. C'est 300 cas. Jusqu'à 2021, 300 cas qui ont été recensés à travers le monde. Et il touche surtout davantage les hommes et il est sous-diagnostiqué.
Ce sont des enfants qui sont diagnostiqués à l'occasion des infections respiratoires récidivantes, des épisodes. Et puis, à un certain moment, quand on fait attention à la radio, on se rend compte qu'il a une trachée qui est vraiment très large. C'est l'atrophie des fibres élastiques de la trachée et des fibres et des branches principales, ce qui conduit à l'amincissement de la couche musculaire lisse et ultérieurement une flaccité et un relâchement de la trachée. Très bien, regardez ce que j'ai trouvé dans la littérature, un cas qui est similaire. Regardez la trachée, il est énorme. Vraiment, on arrive ici à 44 mm. Des branches, la même chose, avec des diverticules et des dilatations des branches. C'est vrai, donc la fibroscopie ne permet de voir une trachée qui est large avec des diverticules et qu'on va retrouver après. Donc, malheureusement, c'est un simple traitement symptomatique des épisodes récidivants et la kinésithérapie à la demande. Et puis, des cas rares de chirurgie a été proposé et malheureusement, ce sont des enfants avec le temps qui évoluent vers l'insuffisance respiratoire chronique. Très bien. L'enfant Jafar, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que la toux chronique trachéobronchique de tonalité vibratoire, attention, le critère sémiologique, vraiment une toux qui est différente des autres. Une bonne analyse sémiologique de la toux, un bon sens clinique doit nous faire découvrir parfois des pathologies qui sont très rares. Et là, cette toux également n'était pas comme les autres qu'on a l'habitude de voir dans la consultation. Très bien. Le cas numéro 3, c'est le dernier cas. Et c'est vraiment un cas qui est particulier également par l'aspect. Et la maman qui dit, mon enfant, il a un Covid. C'est Ilef, 3 ans, qui tousse, il tousse, jour et nuit. Vraiment, tout le temps. ليل ونهار كتكح بنتي عندها كوفيد. ما يمكنش هادشي c'est trop. Très bien. Quand il prend parfois des antibiotiques, il s'améliore, des corticoïdes oraux, mais entre-temps, il garde un wheezy. صدرها كيزوي واخا كتبرا صدرها كيزوي. Donc, l'examen, dès que je mets mon stéthoscope, une auscultation asymétrique et des sibilants asymétriques. Très bien. Radiothorax, évident. Un emphysème de tout le poumon gauche et le poumon droit, il est normal. Très bien. On complète par la TDM thoracique. Sinon, on fait une fibroscopie. Vous savez que la fibroscopie actuellement chez nous, il est très inaccessible. Et l'anesthésie générale. Et les parents essayent toujours de fuir l'anesthésie et d'éviter de faire une fibroscopie ou une endoscopie. Très bien. On fait une TDM. Regardez un poumon gauche qui est complètement emphysémateux avec un blocage. Très forte suspicion de corps étranger. Très bien. Si on veut être plus sophistiqué, on demandera une reconstruction. J'aime beaucoup les reconstructions parce que ça permet de voir tout dans l'espace. Et regardez, j'ai demandé au radiologue de me faire encore un joli agrandissement de l'image. Mais j'aime beaucoup les reconstructions dans les 3 dimensions, dans l'espace. C'est ce qui m'a fait mon radiologue. Et regardez, le corps étranger, c'est comme si on fait une fibroscopie. Vraiment évident. Ici, on a des radiologues encore plus compétents qui ont le temps. On peut avoir complètement une reconstruction de tout le poumon dans l'espace. Et ça permet de voir des foyers d'atelectasie. Et parfois, on enlève le parenchyme et on regarde uniquement les branches pour voir les rétractions et les atelectasies. Vraiment des images qui sont vivantes et qui vous permettent de diagnostiquer des choses plus précises. La maman, après l'extraction du corps étranger, وكنقلب على اللقطه ديال الستيلو ما لقيتوش. ما لقيتش ستيلو. ولا الستيلو ديالها اللي كان عندها لقطه ما لقيناش. Donc vraiment dans l'épidémie du Covid, faites attention, ce n'est pas toujours des virus, ce n'est pas toujours des affections banales. Et la même chose, si tu ne te connais pas comme les autres, donc un bon sens clinique, une analyse sémiologique de la toux, la durée, l'évolution dans le temps, les signes accompagnateurs. Le premier malade, il avait vraiment un état général altéré. Douleur, souffrance.
et un bon sens clinique. Radiologie thorax, savoir l'interpréter, la demander quand on en a besoin et commencer à demander des explorations en fonction de vos besoins. J'ai une radio thorax pathologique, je complète par une TDM. Si j'ai la fibroscopie à la main, facilement accessible, je peux demander une fibroscopie. Et donc, ça nous a permis de voir des pathologies complètement différentes du Covid-19. Monsieur Mkhtari, c'est fini. Donc, je vous remercie. Et j'ai complètement changé de pathologie par rapport à notre ami Selim Mkhtari. C'est bon, Mkhtari? Très bien. Merci, Monsieur Bouharrou, pour cet exposé passionnant qui nous rassure par rapport à nos conduites à tenir et qui nous dit qu'il faut toujours garder les mêmes réflexes. La tuberculose, le corps étranger. Donc il ne faut pas toujours penser devant une symptomatologie respiratoire à l'allergie et au reflux gastro-œsophagien. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc, ça permet quand même d'éviter le nomadisme médical et les diagnostics retardés. Si on peut prendre une ou deux questions dans la salle. Oui, monsieur. Oui, bravo, Bouharrou, pour ces 3 excellentes présentations qui ont des retombées pratiques évidentes chaque jour. Très rapidement, pour le premier cas de tuberculose, le problème, c'est il faut toujours une bonne auscultation parce que le sifflement très probablement est asymétrique. L'auscultation très probablement c'est parce que finalement, qu'est-ce qui explique le sifflement? Les sibilants, ce sont les adénopathies qui compriment. Il avait des adénopathies latérobronchiques ou latérotrachéobronchiques. Et puis, le quantiférant, attention, le quantiférant n'est pas encore validé dans la tuberculose extra-pulmonaire. Il est validé pour le moment dans le dépistage, d'accord, de la tuberculose latente. Et n'est pas encore validé dans la tuberculose maladie. Très bien. Tu sais très bien que c'est toi qui avais fait la mise au point sur la tuberculose. Le quantiférant, on le demande, surtout quand on a peur que l'IDR soit négatif. Et pour les parents ou pour l'équipe qui va le prendre en charge, il va dire là, c'est pas une tuberculose, parce qu'un enfant dénutri, en très mauvais état général, on peut avoir dénutri parce qu'il a perdu en 15 jours, 3 semaines, 2 kilos. Donc, si je fais une intradermoréaction à la tuberculose, et vous savez très bien que l'IDR n'est pas très disponible, parfois la façon dont il est fait, il n'est pas très bien fait. Et donc, si j'ai la possibilité d'avoir un interférent quand il est positif, ça me rassure, avec un tableau de Millière, un comptage tuberculeux. Donc, je peux facilement orienter le malade pour une prise en charge comme tuberculose pulmonaire. Très bien, le gène expert, il a été fait à l'hôpital, malheureusement, il était négatif. Une autre question, peut-être? Donc, merci professeur Bouharrou pour cet excellent topo sur la toux avec tous ces aspects et tous ces aspects. Et je laisse M. Hida, je pense, pour un mot. Oui. Donc, merci Bouharrou. Donc, tu nous as fait gagner quelques minutes. Tout à l'heure, on avait copié la discussion avec Mustafa. Donc, il y a des questions encore. Déjà une question au donc, le micro. Okay, merci, cher maître professeur Bouharrou, Dr Mustafa. J'avais la question, l'asphyxie, c'est notre quotidien. Et donc, chaque jour, pour donc s'en débarrasser, il faut travailler sur le volet préventif. Des questions d'ordre pratique pour résoudre le problème. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans votre service, puisqu'on a de l'œdème, le débit, la porvine, est-ce que vous faites la réduction? Est-ce que la deuxième question, vous avez dit que le G, donc il faut tarder. Et donc, devant une asphyxie, est-ce qu'on démarre le phénobarbital ou non? Donc, il faut attendre le G. Et pour la nutrition, et donc, dans votre service, devant une asphyxie, quand vous démarrez le gavage? Donc, les 3 ordres pratiques. Merci beaucoup, Saadullah, pour ces questions, donc qui sont d'ordre effectivement pratique. Donc, la première des choses,
Concernant l'électroencéphalogramme, il faut, si vous avez le jet d'amplitude, il faut le brancher très très vite. Ça vous donne à ce moment-là une idée sur l'avantage de l'EEG d'amplitude, c'est que c'est très simple. Vous avez une bande qui se déroule entre 10 et 25. Elle dépasse 25, il convulse. Elle est en dessous de 10, il déprime. Enfin, c'est une dépression de l'EEG. Donc, les entre 10 et 25, c'est une bande qui se déroule comme ça, avec un ruban. Et donc là, vous êtes tranquille. Vous avez entre 10 et 25. Et ça permet à ce moment-là de voir, parce qu'ils peuvent ne pas convulser tout de suite, mais tardivement. Donc ça, voilà. En ce qui concerne les apports, on les met en restriction entre 40 et 45 millilitres kilo jour. On fait très attention, on fait 1 ionogramme par jour parce que la plupart, pour ne pas dire presque tous, développent une hyponatrémie. L'hyponatrémie qui est d'où l'origine. Premièrement parce qu'on n'apporte pas suffisamment de sodium, on limite les apports, d'une part. D'autre part parce que vous avez également une altération de la fonction rénale. Et à ce moment-là, vous avez une perte sodique qui est très importante. Ils ont une tubulopathie interstitielle. Donc, ils développent une hyponatrémie. Et l'hyponatrémie aggrave les lésions cérébrales. Donc, il faut réellement faire très, très attention au sodium. C'est quelque chose de, voilà. Troisième question concernant l'alimentation. L'alimentation, les premières 24 heures, on les laisse à jeun parce qu'il y a une souffrance mésentérique. À partir de 24 heures, on commence l'alimentation doucement, de manière normale, avec du lait, strictement du lait premier âge. Donc, il n'y a pas d'hydrolysa. Concernant le phénobarbital, on l'utilise pas. Il n'y a aucune étude qui montre que le traitement anticonvulsivant prophylactique ou préventif améliore le pronostic. Au contraire, parce que le phénobarbital, il agit au niveau cérébral et les études qui sont faites chez la souris montrent que il y a une atrophie corticale qui s'installe chez les sourisseaux ou les souris qui ont reçu du phénobarbital. Donc c'est un médicament qui est pro-apoptotique. Il entraîne une apoptose lui-même. Donc, quand vous avez une convulsion, vous traitez la convulsion s'arrête, vous arrêtez les anticonvulsifs. Comme pour une fièvre, il a de la fièvre, vous mettez du paracétamol, la fièvre s'arrête, vous arrêtez le paracétamol. Après, s'il évolue vers une épilepsie, c'est autre chose. À ce moment-là, on peut commencer un traitement anticonvulsivant. Je te donne un exemple. L'enfant arrive chez toi, à 8 heures de vie ou à 12 heures de vie, il fait une crise convulsive à l'électroencéphalogramme ou même cliniquement avec des mouvements typiques. À ce moment-là, tu traites par le gardénal, une dose de charge. Si la convulsion s'arrête, le médicament s'arrête. Si la convulsion reprend, à ce moment-là, tu reprends le traitement. Il n'y a pas de traitement d'entretien de manière systématique. Je pense avoir répondu à toutes tes questions. Merci, professeur Mourtari, pour toutes ces réponses pratiques, pour des questions pratiques.